seule arme dont dispose le peuple togolais, Bassirou Aïva, comment réorganiser la rue selon vous? On peut réorganiser la rue que si tous les protagonistes de la C14 se mettent d'accord, parce qu'il est question là de mobiliser chacun ses troupes afin que les démonstrations aient un sens et qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue et que des femmes et des hommes sortent. Donc il faudrait que toutes les composantes de la C14 se mettent d'accord. Quand nous observons un peu ce combat depuis le 19 août, nous nous rendons compte que du départ de Fort, qui était l'une des principales exigences, du retour de la C92, on se retrouve aujourd'hui à parler d'élections. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup régressé. Mais si c'est le prix à payer, bon, on s'est dit prêt à le payer, mais il ne faut pas qu'on le paye de façon désordonnée et que cela permette encore au RPT de rebondir. Donc il faudrait que chaque acteur réfléchisse un peu aux moyens dont on doit se donner pour remobiliser les populations afin qu'elles reprennent comme à partir du 19 août ce qu'elles ont démontré. Parce qu'il n'est pas question de lancer un mot d'ordre pour que très peu de gens sortent, mais là, il faudrait que toutes les populations, tout le monde sorte dans la rue et que, effectivement, cela impressionne même les acteurs, les interlocuteurs de la CEDEAO. C'est à partir de notre capacité de mobilisation qu'ils vont comprendre que c'est effectivement le peuple togolais dans son ensemble qui veut ce changement-là. Donc, c'est un travail de mobilisation sur le terrain et bien sûr à l'extérieur aussi. D'accord. Alors, Albert Katé, inévitablement, les réformes se feront à l'Assemblée nationale. Or, c'est UNIR qui détient la majorité des députés. Alors, ce qui peut bloquer encore ces réformes et nous renvoie automatiquement à un référendum. Et ce que rejette depuis quelque temps la coalition au début de cette crise. Alors, finalement, Albert Katé et d'autres Togolais pensent que les réformes doivent se faire par volonté politique de Faure Gnassingbé. Quelle est votre réaction? Bon, d'abord, je me permets de rappeler à mes deux frères que ma position entre-temps sur la responsabilité à qui revient le dialogue, j'avais bien dit que c'était une responsabilité partagée par tout le monde, des acteurs politiques jusqu'à la société civile et la diaspora. Parce que nous sommes restés les bras croisés et nous voyons tous que le format n'est pas ce que... Donc, si je vous comprends très bien, Albert Katé, donc, et vous incriminez et l'opposition, notamment la coalition et la société civile, qui n'ont pas quand même mis de bonnes stratégies en marche pour pouvoir affronter le régime, c'est ça? Oui, je veux parler de la logique. J'ai parlé de la logique de l'accord. J'ai parlé de la logique de l'accord par rapport au passé que nous n'avions pas vu dans le règlement de la CEDEAO. M. Bassirou a parlé de la responsabilité du gouvernement, ce qui fait que la feuille de route ne marche pas. Vous êtes en train de parler du vote à l'Assemblée, ce qui demande que le gouvernement introduise les projets de loi pour aller aux réformes, ou bien le gouvernement organise le référendum. Nous parlons, à chaque fois le mot gouvernement ressort, et je vais vous dire, je rappelle ici que dans l'accord, le gouvernement a en charge de porter son soutien au niveau de l'administration à la CENI, dans les régions du mode de scrutin, et aussi au niveau du recensement électoral, au niveau des médias d'État, c'est toujours le gouvernement, au niveau de la sécurité, au niveau des financements des partis politiques, au niveau de l'adhésion de limitation des mandats, on parle du projet de loi dont vous parlez, et au niveau de la justice, des questions de justice. Alors, dans mon rappel entre-temps, j'ai dit qu'en 2006, quand ils ont réglé ce problème du Togo, la priorité, la première des choses, c'est quoi?
Ils ont réglé d'abord le problème de gouvernement, ensuite ces problèmes de réforme. Dans le format d'aujourd'hui, tous ces acteurs, tous les Togolais savent que le gouvernement joue tous ses rôles dans les réformes, jusqu'au vote à l'Assemblée, sur la limitation du mandat, sur les recensements, mais certains acteurs se sont abstenus cette fois-ci de mettre dans le panier, dans la poubelle, les réformes et nous amènent maintenant à parler des autres éléments, de vote à l'Assemblée, de la CENI. Et qu'est-ce qu'on voit? On a peur, il y aura blocage, on a peur, on frappe les gens, on a peur, le financement n'est pas admis, il faut appeler le boycott. Pourquoi avoir mis de côté cette question de gouvernement qui est liée à tous ces éléments? Et en 2006, nous avions combiné les deux pour que le travail se fasse ensemble. M. Bassirou dit que c'est le gouvernement qu'il faut accuser qui est en charge des réformes. Mais je vous dis, référez-vous à l'accord de Ouaga, vous allez voir, non. Ce gouvernement doit être un gouvernement d'union composé d'accord. Oui, exactement. Bassirou, vous pouvez réagir. Allez-y. De la société civile, non, j'en viens, de la société civile, et du pouvoir. Un mélange de tout le monde. Donc, on ne doit jamais remettre la mise en œuvre dans les mains d'un seul côté. Ça, ce n'est pas ça l'accord. C'est ça, qui pose problème aujourd'hui. D'accord. On va allez, Bassirou, il va réagir. Oui. Non, je pense que la question était axée sur la mise en œuvre de la feuille de route. De la CEDEAO, exactement. Bon, de la CEDEAO. Notre frère nous rappelle 2006. Moi, je voudrais dire que si les accords de 2006 étaient aussi parfaits que vous le dites, ou bien que tu le dis, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas aujourd'hui à parler de réforme, d'élection, de ci et de ça. Donc, parlons plutôt d'aujourd'hui. Avec les mauvais accords que nous avons aujourd'hui, comment les transformer en bons accords pour que ça profite à la population. Et je ne continue pas à insister que c'est le gouvernement, pour ne pas dire que c'est Faure Gnassingbé lui-même, parce que s'il voulait que quelque chose bouge, mais il pouvait procéder par décret. Il y a eu des situations similaires dans d'autres pays, et c'est les chefs d'État qui ont décanté la situation. Tout à fait. Donc, je ne vois pas la société civile togolaise telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne vois non plus la C14 capable de forcer la main au régime si le régime ne veut pas. D'accord. Et c'est parce que le régime ne veut pas qu'on en parle. Alors, moi, j'ai posé, avant de relancer Kelly Michel depuis Bruxelles, je vais devoir relancer encore Albert Katé. Je l'ai dit, inévitablement, les réformes se feront à l'Assemblée nationale. Or, c'est uni et qui détient la majorité des députés, ce qui peut bloquer encore ces réformes-là. Et les gens pensent que oui, automatiquement, on doit organiser les référendums. Et ce référendum pose problème encore au Togo, puisque les élections ne sont jamais transparentes. Là, vous êtes d'accord avec nous. Alors, finalement, on pense que c'est plutôt ce problème peut se régler, de réforme peut se régler par une volonté politique de Faure Gnassingbé de dire non, cette fois-ci, je ne vais plus me représenter en 2020. Ouais. Oui, mais permettez que je rappelle quelque chose. Vous êtes en train de demander, parler des problèmes des réformes, vous parlez de référendum, mais on est là parce que les Togolais se sont plaints que les réformes ne sont pas faites. Maintenant, il faut choisir entre faisons les réformes ensemble ou bien laissons quelqu'un faire la réforme pour nous. Bon, j'ai bien dit que l'accord de Ouaga, qui a été élaboré pas par le régime, mais par tout le monde, a précisé qu'il faut que tout le monde soit impliqué dans la mise en œuvre des réformes. Vous revenez sur la feuille de route de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO n'a pas dit que c'est au gouvernement et à lui seul d'aller faire tel ou tel travail. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais par ricochet, je vous rappelle, une semaine après la signature du 31 juillet, M. Pascal Adoko de la C14 s'est exprimé lorsque le débat tournait autour de la nécessité d'un gouvernement de transition. Il disait qu'il faut que
qu'ils aient la réponse, qu'ils décrochent ce gouvernement de transition. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et ce n'est pas depuis sa maison, simplement en tant que citoyen, qu'il peut acter des réformes. Il faut, même si ce n'est pas le gouvernement de transition, il faut quelque chose. Pourquoi il le disait? Parce qu'ils savent que c'est un outil important. Je ne vois pas qui peut démontrer aujourd'hui que des réformes peuvent être faites si les autres, certains sont à la maison et certains sont au gouvernement, que les réformes seront. D'accord. Qui peut démontrer cela? Albert Katé, je pense qu'on vous a donné suffisamment du temps pour développer votre opinion, et c'est votre opinion. On ne peut que vous laisser s'exprimer librement dans cette émission. Faisons cela fait débat citoyen. On va relancer Michel pour réagir rapidement après avoir écouté les réactions ou bien ce point de vue d'Albert Katé. Michel. Oui, mon cher Ramos, vous savez, c'est une aberration togolaise que d'aller toujours à des négociations. Nous savons dans quel régime nous vivons. Nous vivons un régime dictatorial depuis plus de 50 ans. Comment voulez-vous que Faure Gnassingbé et son régime viennent négocier avec l'opposition, avec le peuple togolais pour lui céder céder sa liberté confisquée? Non. Et nous devons être dans l'opposition systématique. Mais c'est seulement en Afrique qu'on conseille au peuple de négocier. La Révolution française n'a jamais été une négociation. La Révolution américaine. Nulle part au monde, dans les grands pays développés, on n'a jamais négocié avec les dictatures. C'est nous seuls, qui négocions. Nous devons créer un rapport de force. Le dictateur ne cède qu'à un rapport de force évident. Et si on crée un rapport de force, c'est ce rapport de force qui va le faire fléchir, parce qu'il sait que sa tête sera mise à prix. Tant que ces messieurs ne sont pas inquiétés, comment voulez-vous qu'ils viennent négocier en bonne... Mais attendez, c'est pas des cons, c'est des gens qui ont une logique. C'est des gens qui ont une logique. Mais nous parlons pour ne rien dire. Mais c'est des gens qui ont une logique. Ils sont dans leur logique. Ils sont un petit nombre, un petit groupe qui terrorise le peuple togolais. Et nous voulons toujours négocier et faire appel à leur conscience. C'est des gens qui ont une conscience morte, ou bien qui ont une conscience, une anti-conscience. Donc, mais arrêtons de parler en bon père de famille, en bon chrétien, en bon ceci, en bon cela. Nous devons créer un rapport de force évident. C'est la seule chose qui pourra faire fléchir ces gens-là. D'accord. C'est la seule chose. Bassirou Aïva. Oui, c'est que je souhaiterais que nos interventions apportent beaucoup plus de propositions ou de solutions. Hein? Je vais que de faire des constats que tout le monde fait. Exactement. Le rapport de force, je suis complètement d'accord avec mon frère Pelli. Mais comment le créer? Le rapport de force, je vous explique comment créer ce rapport de force. Et dans toute révolution, on a besoin d'argent. Et nous sommes sur une radio qui a besoin de financement. Nous faisons des mouvements ici et là au pays. Moi, je ne veux plus qu'il y ait des morts au pays. Je ne veux plus qu'il y ait des morts au pays gratuitement. Je veux que nous nous organisions à l'étranger et que nous créions ce rapport de force en faisant des procès et en faisant des procès de crimes contre l'humanité, de crimes de sang, de crimes. Allô? Oui, allô? Kelly Michel, on ne vous entend plus, hein? Je ne fais rien. Est-ce que vous avez mis votre téléphone sur haut-parleur? Ah non, ça sonne quelque part là. D'accord, allez-y rapidement. Donc je dis, nous devons créer un fonds de solidarité pour le peuple togolais et que chacun cotise, même ceux qui sont au Togo cotisent, même s'ils ne vont pas à des manifestations. D'accord. Attends, mais tu as laissé les gens parler, laisse-moi parler aussi un tout petit peu, parce que ce que je dis est important. Il faut créer ce fonds de solidarité pour le peuple togolais
et faire des procès contre les tenants et les aboutissants de ce régime, leurs ascendants et descendants, pour les empêcher de voyager, pour les empêcher de se faire soigner, qu'ils se soignent aussi dans les hôpitaux du Togo, comme le peuple togolais se soigne dans les hôpitaux du Togo. Et là, ils comprendront. On doit crier, on doit chercher des grands avocats, au barreau de Paris, au barreau de Bruxelles, au barreau de Washington, au barreau de New York, et payer ces avocats qui doivent monter des procès contre les tenants et les aboutissants de ce régime. On a besoin d'argent. Il faut que le peuple les Togolais mettent de l'argent à la poche. Et moi je propose, attends Abos, ce que moi je propose, il faut dire aux Togolais que ce que vous allez cotiser pour faire ces procès ne sera pas perdu. Quand nous allons prendre le pouvoir, chacun retrouvera l'argent qu'il a investi. Parce que ce régime dépense des millions, des milliards de francs CFA pour des causes futiles. Et comment voulez-vous que les gens qui sont à l'étranger, avec leur maigre salaire, financent à perte une révolution? C'est pas possible. Il faut dire, et ça y est, en tant que parti ou bien en tant que mouvement qui veut accéder au pouvoir, nous devons être en mesure de dire la vérité au peuple togolais. D'accord. Que les gens, dire la vérité au peuple togolais. On a compris. On aura vers la fin. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Bon, on aura vers la fin à en parler. Je veux que mon ami Bassirou réagisse à ce que j'ai dit. D'accord. Je veux son avis sur ce que je dis. Bon, et s'il est d'accord avec moi, qu'il relaye ça auprès de tous les Togolais. Mais Elie Michel, je vous ai dit à la fin de l'émission, on va en parler, puisque allons thématiquement dans ce débat, puisqu'on ne veut pas perdre du temps. Moi, je vais relancer encore plutôt Bassirou Aeva sur cette question que j'avais soumise à Albert Katé devant ce blocage au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à ces réformes-là. Alors, on a appris que c'est la petite phrase « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats » qui bloque aussi ces réformes-là de se faire. Et Faure veut se présenter en 2020. C'est ça. Donc, pour beaucoup de Togolais ou des analystes, c'est plutôt une volonté politique de Faure. Mais est-ce que Faure manque réellement de cette volonté politique et pourquoi? Non, pourquoi? Parce que d'abord, il prend son poste comme le fruit d'un héritage. C'est-à-dire qu'il a hérité du pouvoir et il ne veut pas le lâcher. Et il ne s'imagine pas partir de là, mais mourir là-bas. C'est tout le problème. Et donc son entourage répond à ses souhaits et se comporte en fonction de sa volonté. Donc, c'est pour ça que, effectivement, on ne peut pas l'imaginer en train de se saborder, de prendre, de signer un décret, de OK, en 2020, je ne vais plus me présenter, ou bien de faire un discours disant qu'en 2020, il ne va plus se représenter. Bien au contraire, il se propulse même au-delà de 2020. C'est-à-dire qu'il va se présenter. Dans sa tête, il veut se présenter en 2020, et après 2020, il va se présenter encore en 2025, etc., etc. Donc, c'est là notre problème. Et c'est pour cela que je pense que au Parlement, comme ils ont la majorité, mais ça ne suffira pas pour que les projets de loi se transforment en loi. C'est-à-dire qu'il faudrait que des députés de l'opposition aussi s'ajoutent à eux pour qu'ils aient les 4/5e. Bon, or, s'il n'y a pas en aucun cas, comme tu viens de le dire, je n'imagine pas l'opposition soutenir, donner ses voix à celles unies, joindre ses voix à celles unies. Or, si on met aussi en aucun cas, je ne vois pas le RPT aussi accepter que ce soit voté positivement. Donc, moi, je les vois venir, ils vont privilégier la voie du référendum parce que là-bas, ils peuvent simplement tricher. Comme les structures électorales ne sont pas encore purgées, ne sont pas encore mises à jour, eh ben, ils organisent un référendum à la va-vite, et puis voilà, on nous fait une proclamation d'un résultat en leur faveur. D'accord. Alors, Albert Katé, est-ce que Faure Gnassingbé manque réellement de volonté politique pour régler cette question de réforme-là? Bon, vous savez, je pense que ce problème ne date pas d'aujourd'hui, avec la CEDEAO, de la C14. C'est plutôt, vous l'avez rappelé, c'est avec le CFT
qu'on a essayé de régler ce problème-là. Il y a espoir, parce que si vous vous rappelez, en 2015, l'opposition et le pouvoir étaient presque venus à un accord, mais bon, vous vous rappelez ce qui s'était passé. Je pense que l'ANC ne voulait pas se rallier à la position de ses collègues du CAF et de l'ADI à l'époque, ce qui aurait donné, si c'était réglé dans le temps, ce qui aurait donné 5 ans renouvelables une fois, et avec les premiers 5 ans devaient être comptés dans le mandat actuel que Faure avait, qui serait fini aujourd'hui. Donc, il serait déjà dans son deuxième mandat et ça aurait été fini, pour rappeler l'histoire. Donc, je pense qu'il était arrivé à ce stade. Et cette fois-ci, c'est la même chose. Le président ghanéen est en train de les encourager à faire, de trouver ce compromis rapidement. Et ça va se passer. C'est aux passerelles. C'est aux passerelles d'évoluer. C'est pour ça que nous disons que, après 8 mois de négociations, si les passerelles n'ont pas pu Albert Katé, je comprends votre développement, mais ma question elle est très simple. Est-ce que vous pensez que Faure Gnassingbé manque réellement de volonté politique pour régler ce problème de réforme au niveau ou bien autour de cette crise politique qui perdure? Moi, je dis toujours que les réformes ne sont pas l'affaire d'un individu, ni d'un camp. À moins que les gens ne comprennent pas à peu près quel travail exactement sera fait dans les réformes. Si vous voyez les travaux qui seront faits, c'est pas question d'individu, c'est un travail d'ensemble. D'accord. Donc, on a compris. Moi, c'est pas une histoire de Faure Gnassingbé. D'accord. On va relancer rapidement. Un président de la République n'est pas n'importe quel individu. C'est ça. Allô? Oui, on va relancer. Attendez. Je suis désolé, c'est moi qui distribue la parole. Alors, on va relancer Péli Michel depuis. Péli Michel, vous avez suivi Albert Katé, vous avez également suivi Bassirou Aïva, et parlant justement de ces réformes-là, est-ce qu'on dira-t-on que Faure Gnassingbé manque de volonté politique pour régler ce problème-là? Et d'aucuns disent également que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. Péli Michel. Oui, évidemment que Faure Gnassingbé n'a pas de volonté, ne veut pas de changement dans son pays. Il n'a pas de volonté politique. Même si l'armée, il est le chef des armées, c'est lui qui nomme les généraux, c'est lui qui nomme toute la haute hiérarchie militaire du pays. Tous lui sont soumis. Donc, qui est armé ou pas, tout lui revient. Et moi, je ne comprends pas, même la question ne doit même pas être posée. On sait comment ce monsieur est venu au pouvoir. On sait comment son père était au pouvoir, comment son père était venu au pouvoir, comment son père était au pouvoir, comment le fils est venu et comment il continue à être dans notre pays. Donc, la question même ne se pose pas. Donc, il manque de volonté politique. Ce que Bassirou a dit tout à l'heure, M. Bassirou a dit tout à l'heure, mais il a pris le pouvoir en héritage. Comment voulez-vous qu'il cède son héritage? Mais attendez, comment voulez-vous qu'il cède son héritage? Il ne peut pas céder son héritage. On doit le lui arracher de force. Et comment on doit le lui arracher de force? Moi, j'ai tracé les grandes lignes. Parce que pour tous ceux qui veulent venir au pouvoir, moi c'est ma lecture des choses. Tous ceux qui veulent accéder au pouvoir au Togo, actuellement, veulent venir s'enrichir, plus ou moins. Ils ont ça dans leur tête. Donc, mes propositions peuvent les déranger. Quand le peuple togolais va prendre son destin en main, quand chacun va cotiser de l'argent et savoir que son argent travaille pour la reconquête de la liberté du Togo, mais ceux qui vont prétendre diriger le Togo vont réfléchir par 2 fois. C'est clair. Vont réfléchir par 2 fois. Péli Michel, une épée de Damoclès. Je comprends. Je vous comprends. Il faut mettre tout le monde à contribution, que ce soit le cultivateur, le maçon, le menuisier, et que tous ces gens-là prennent conscience que le peuple, le Togo leur appartient. Je vous comprends, Péli Michel. Nous dirigeons cette émission
sur le plan thématique. Je vous ai dit, dans quelques minutes, nous allons aborder comment réorganiser la diaspora et le peuple togolais, mais on veut traiter les sujets qui sont très pertinents d'abord avant de revenir sur ce point-là, sinon c'est mettre le chariot avant les bœufs. Donc justement, je voudrais relancer Bassirou Ayeva et la coalition des 14 demandes à la CEDEAO d'interrompre le déroulement du processus électoral en cours lancé par le pouvoir de Lomé. Alors, mais à part la CEDEAO, on peut se poser la question de quels moyens dispose la coalition des 14 pour empêcher ce processus électoral. Bassirou Ayeva. Moi, je pense que l'outil sur lequel la C14 devrait s'appuyer, ou bien qui s'appuie déjà, c'est la population, la mobilisation de la population. Sinon, je ne vois pas un autre outil. L'autre outil aurait été, comme le disait entre-temps mon camarade Peli, qui est un lobbying intensif au niveau des oppositions d'autres pays ou bien des gouvernements d'autres pays, parce que tous les pays de la CEDEAO ne sont pas acquis à la cause du changement chez nous aussi. Il y a des pays qui travaillent pour renforcer la position de fort. Donc, on aurait pu aussi mettre en marche un travail de lobbying qui puisse amener certains gouvernements de la CEDEAO à s'intéresser à la question togolaise et à nous soutenir dans nos revendications. Parce que, contrairement à ce que mon ami Peli a dit, c'est-à-dire que la CEDEAO ne peut pas être comparée à l'Union européenne parce que tout nous connaît, en fait, les Africains, leur mentalité de sentiments, de ci et de ça. C'est-à-dire que les Européens ou bien l'Union européenne travaillent avec des tests et des règles. Chacun respecte ces règles-là. Mais chez nous, on a tendance à tricher un peu. Donc, il va falloir que l'opposition, ou bien la C14, soutenue par la diaspora, bien sûr, fasse un lobbying intensif pour rallier d'autres chefs d'État à notre cause et que ces chefs d'État prennent clairement position. Parce que il y en a parmi eux qui soutiennent fort dans son entreprise de garder indéfiniment le pouvoir. Donc c'est la seule solution, ou bien la seule issue, c'est de remobiliser les populations à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, Albert Katé, vous qui pensez que les responsabilités sont partagées dans cette crise au Togo et la coalition et le pouvoir, alors la coalition demande à la CEDEAO d'interrompre ce processus électoral. Alors, quelle est votre lecture de la situation? Oui, je pense qu'il y a un facilitateur qui suit tout de près, et c'est au facilitateur de se prononcer et d'agir, puisqu'ils ont certainement un rôle à jouer à tout niveau de ce processus. Il faut leur faire confiance. Bon, peut-être qu'il a plus de peur que de mal. Ce que nous vivons était prévu, comme je l'ai déjà dit, parce que la démarche était déjà faussée. Et il appartient à chacun de se rendre à l'évidence, de se remettre en cause, pour retourner au facilitateur, pour que ce qui est faussé soit corrigé. Et je pense que tout sera remis à l'ordre. Bon, si ce n'est pas fait, eh bien, les choses évoluent dans le sens qui vont pas plaire à certains et plaire à d'autres. Trouver qui va dépasser l'autre, je pense qu'on ne peut pas trouver la solution ici. Là, c'est un peu tenir la polémique. C'est mieux qu'on soit sincère, qu'on se dise qu'il y a problème, où est-ce que le problème se trouve, et on retourne corriger ça. Ou on ignore le problème et on veut dire, voilà, on évolue comme ça, c'est pas une bonne chose. D'accord. Je vais vous dire ce qui est dangereux dans ça. Je pense que mes prédécesseurs ont parlé de la communauté internationale, ceci, cela. Il faut faire attention pour que les Togolais ne soient pas, permettez-moi le terme, naïfs. Je me réfère en 1993 pour donner un schéma de ce qui se produit aujourd'hui. C'est déjà produit en 1993 dans un rapport établi par l'Observatoire de la coopération française qui a supervisé les élections. Il disait que
les protagonistes ont décidé que les élections aient lieu un certain 25 août, le 25 août, après un protocole avec le coup de. Et ils ont dit ceci que, tout d'abord, le contenu de l'accord suscitait quelques remarques. Que le gouvernement togolais y apparaissait à la fois comme jugé parti, appartenant au camp de la sensibilité présidentielle lors de la négociation. Il est clairement marqué politiquement par ses postes clés, détenus par les proches du président Yadema, c'est nous que le Premier ministre. Et à la fin, ils disent que l'opposition a manifestement péché par naïveté et trop fait confiance au comité de suivi. Dans ce moment, la CENI n'a pris fonction que vers le 2 août, pour une élection qui aura lieu le 25 août. Et certains démembrements de la CENI, comme des séries, certains ont pris position, ont été installés seulement le 16 août. Et les élections auront lieu le 25, juste 9 jours. Et voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, la polémique d'aujourd'hui est comparable à ce passé. Et une date est devant. On continue vers la date, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé en 93? Les Américains, les Allemands, les Canadiens se sont retirés parce que vers le 22 août, à 3 jours des élections, l'opposition s'est sentie impuissante et a compris que ça n'allait plus et a retiré ses candidats, ne voulait plus participer aux élections. Donc les Allemands, les Américains, les Canadiens se sont retirés. Mais les Français ont continué. Alors, il y a eu seulement 36% de participation, une participation très faible. La population a boycotté. Il y avait que 36%. Mais, écoutez, les Français sont restés. Mais les Américains, les Allemands sont partis, et les Canadiens. Alors que les Français avaient installé en ce moment un comité de suivi qui comportait la CEDEAO, mais les Français sont restés. Ces élections sont considérées. Il y a des membres maintenus avec 94% des voix. Alors, qui parle de la CEDEAO, qui parle de comité de suivi, qui parle de recensement, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas quelque chose qu'il faut entretenir n'importe comment, parce qu'à la fin, le jeu se joue autrement. Donc, nous sommes avec une classe politique qui a déjà expérimenté ce genre de choses, qui a déjà expérimenté comment la communauté internationale peut, d'un côté ou de l'autre, jouer le jeu autrement, sans regarder la population. Donc, il faut plutôt retourner vers le président ghanéen pour régler le problème, pour qu'on remette tout. On a compris. Et là, on est sûr. D'accord, on a compris votre opinion. Nous étendons vers la fin de ce débat citoyen rapidement. Et Bassirou Aïva, et face à cette crise et qui joue quand même à la prolongation, peut se poser la question, quelle solution? Comment réorganiser la diaspora et le peuple togolais? Bassirou Aïva. Non, je pense que c'est finalement, comme toujours, le RPT a une stratégie, c'est de mener des guerres d'usure. Et elle fait durer la lutte et la population se démobilise, les acteurs se fatiguent, les discours s'embrouillent et on devient presque inaudible. Donc face à cette réalité-là, effectivement, il faut remobiliser les troupes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au niveau de la diaspora, il y a beaucoup d'organisations. Ça, c'est pas faux. Et par rapport aux années 90, la diaspora, cette fois-ci, s'est beaucoup investie, que ce soit financièrement, intellectuellement ou même matériellement. La diaspora a été vraiment présente dans ce combat-là au pays. Mais c'est que j'estime que ça ne suffit pas. On peut mieux faire. Donc, pour mieux faire, il faut vraiment se réorganiser. Et c'est dans ce sens qu'en Allemagne, nous sommes en train de réfléchir, ça se concrétise déjà progressivement, donc de réfléchir que ce soit les partis politiques, les autres les associations culturelles, communautaires et autres, tous ceux qui sont togolais, on voudrait se mettre ensemble pour mutualiser nos forces et mieux soutenir la lutte. Parce que nous parlons de l'opposition, la C14 ne fait pas ci, la C14 ne fait pas ça. Parfois, c'est un simple manque de moyens. Or, si nous nous organisons mieux, nous pouvons trouver des moyens de soutenir la lutte à l'intérieur et de mener aussi la lutte à l'extérieur. Parce que la diaspora aussi peut faire un lobbying à l'étranger.
D'accord. Et voilà, donc je pense que il faut franchement rappeler la mobilisation et qu'on comprenne que c'est ensemble qu'on peut gagner, parce que si jamais ce combat-là on ne l'achève pas, eh ben ça c'est un suicide collectif. Ouais. D'accord. En tout cas, Bassirou Areva, je vous le promets, on revient vers vous dans quelques jours pour une interview exclusive par rapport à la réorganisation de la diaspora togolaise en Allemagne. Rapidement, Béli Michel, vous qui insistez sur la cotisation, comment réorganiser la diaspora et le peuple togolais face à ce combat qui n'a que trop duré. Alors, comment réorganiser la diaspora selon vous, Béli Michel? Moi, je vais dans le même sens que M. Bassirou Areva, sauf que j'ajoute quelque chose. Il faut que ceux qui cotisent, donnent de l'argent, aient le sentiment qu'un jour ou l'autre, ils vont retrouver leurs sous. Parce que, je vais vous dire quelque chose, quand chacun donne 1 centime ou bien même 1 euro, et c'est que après la révolution, il va retrouver son centime ou bien son euro, je vous dis que tout le monde va s'y mettre. Même les gens qui ne sont pas togolais vont s'y mettre. Mais quand on fait une révolution, on envoie de l'argent au pays, on tue nos frères au pays qui manifestent, en plus de dépenser de l'argent, on tue nos frères pour 0 résultat. Enfin, bon, pour le moment. Donc moi je dis qu'il faut cotiser, créer une sorte de banque, une sorte de fonds qui va financer notre révolution. Parce que chaque révolution a besoin d'argent. Toute guerre a besoin d'argent. C'est un financement qu'on demande. Que les gens qui ont des comptes épargne, que les gens qui ont des comptes épargne ou bien des plans épargne, des trucs comme ça. Il existe beaucoup de mouvements et associations de la diaspora. Oui, donc bon, il faut qu'on soit unitaire. Et moi, je ne vois qu'un seul creuset, c'est la radio à Vouleté qui doit coordonner tout ça. Et bon, parce que bon, on est disparate, et bon, on est inaudible. Donc c'est la seule radio qui convoie toutes nos voix. Donc on doit créer quelque chose autour de la radio à Vouleté. La radio peut aider à regrouper ces associations, mais elle ne peut pas piloter ce projet-là. On vous comprend très bien. Et Béli Michel, donc rapidement, 30 secondes, votre mot à l'endroit de la diaspora togolaise et nos frères qui ont la possibilité de nous suivre au Togo. Et je dis que rien n'est perdu. Il faut qu'on se réorganise et il faut que chaque Togolais, chaque Togolaise sache que le Togo lui appartient et qu'il est de son devoir de soutenir cette lutte et de faire aboutir cette lutte. Faire aboutir cette lutte, c'est fondamental. C'est fondamental et personne ne viendra faire ça à notre place, même si on attend un facilitateur hypothétique, on attend n'importe qui. C'est aux Togolais de se libérer d'abord et les autres viendront en appui. Si les gens savent que nous sommes organisés, ils viendront en appui. Mais si on n'est pas organisé, les gens vont nous laisser crever. Ça c'est certain. D'accord. Voilà. Merci. Donc, merci Béli Michel. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce débat en ligne depuis Bruxelles, en Belgique. Bassirou Areva, vous qui êtes président provisoire de la DTA, diaspora togolaise en Allemagne, et quel est votre mot à l'endroit de la diaspora et aux compatriotes togolais qui ont la possibilité de nous écouter depuis Lomé au Togo, à Sokodé, à Kara, à Bafilo par exemple. Bassirou Areva. À l'endroit de la diaspora togolaise à l'extérieur, c'est encore un rappel à la mobilisation et puis surtout au courage. On n'a pas intérêt à se laisser abattre par ce qui se passe sur le terrain et qui ressemble pratiquement à une guerre d'usure. Et à nos frères de l'intérieur, nous comprenons franchement leurs souffrances et puis leurs inquiétudes, leurs peurs aussi. Tout ça est légitime, mais nous disons qu'aucune liberté ne se donne. Toute liberté s'arrache. Donc il y a un prix à payer, il faut que nous soyons prêts à payer ce prix-là, mais à travers une mobilisation et puis une cohésion collective. Merci. Et nous devons réinventer un nouvel outil pour résister à ce régime barbare qui tient à conserver le pouvoir à tout prix. Merci beaucoup, Bassirou Areva. Rapidement, Albert Katé, depuis les États-Unis. Vous êtes membre de la diaspora togolaise aux États-Unis. Vous qui optez également pour la tendance politique et pacifique au Togo, quel rôle de la diaspora, votre mot de fin dans ce débat citoyen, Albert Katé?
Je profite de l'occasion pour appeler, pour envoyer un message clair aux protagonistes que la démarche n'est pas normale. Et il faut retourner à la table des négociations, régler les problèmes de dessous, les points d'achoppement que le président Ghanéen a soulevés. Et je demande qu'il considère à la fin de ce règlement de trouver un gouvernement qui comporterait la société civile, la diaspora, l'opposition et le pouvoir, tout le monde, et on met les réformes en place ensemble. Et chacun assume la responsabilité. Nous irons après cela aux élections. Et je profite aussi pour lancer un appel à la société civile, la diaspora, d'être très active dans le règlement de la crise. Je vous remercie. Merci. J'ai un petit mot à dire. 30 secondes seulement. 30 secondes. Allez-y rapidement. Je dis merci au peuple togolais, au vaillant peuple togolais. C'est un peuple très courageux, main nue, sans argent, qui lutte contre ce régime. Bravo le peuple togolais. Bravo à tous mes frères, à toutes mes sœurs togolaises. Franchement, bravo. Voilà. En tout cas, et la lutte continue. Et la lutte continue. On ne peut que dire également beaucoup de courage à nous tous, car le combat continue, la lutte continue et le Togo va mal, comme l'a chanté également Amel Ndiassisi. C'est avec ce morceau que nous allons clore ce débat. À mes auditrices, à mes auditeurs de radio, Canal 4 de Radio à Volonté, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain sur Radio Canal 4, mais en continuité sur Radio à Volonté. Le combat continue. Et bonsoir. Le Togo va mal, mon Togo va mal, mon Togo va mal, de mal en mal, mon Togo va mal. Avant on ne parlait pas de l'opposition dans le Grand Nord, mais aujourd'hui les yeux sont ouverts, les Mobas sont fâchés, les Kotokolis sont fâchés, les Bassards sont fâchés. Même les cabiers de Pia aussi fâchés, maman. Papilo va mal, Sokode va mal, Dapan va mal, de mal en mal, Mango va mal. Tout le monde réclame les réformes et le retour de la constitution de 1992, limitation de mandat, le monde de scrutin à 2 tours, vote de la diaspora, oui, et la libération de tous les détenus politiques. Mon Togo va mal, mon Togo va mal, de mal en mal, mon Togo va mal, yes I. Amen, j'ai cité sur le beat de Tiken Jah Fakoly. Nous sommes des Togolais et nous savons qu'au nom de Dieu nous gagnerons ce combat. Après 50 ans, c'est toujours l'épisode des gaz lacrymogènes. Le Togo va mal, wow. Mon Togo va mal, ouh yeah. Mon Togo va mal, de mal en mal. Mon Togo va mal. Togolais viens, bâtissons la cité, oui. Togo viva l'eau, Nemia tu Togo joie. Tra ye ne va mileti, et nous n'ayons ye mileti, oui. Togo ye ne va l'eau, Togo ye ne va nami. Le Togo va mal, mon Togo va mal. Le Togo va mal, de mal en mal. Mon Togo va mal, yes I. Et nous n'ayons pas eu mille dira.
Afrique.